Chers amis, bonjour à tous, chers amis de Tocsin Média, bienvenue dans cette nouvelle émission littéraire de Tocsin Média. Et aujourd'hui, nous allons parler de bande dessinée, et plus particulièrement du plus grand reporter, le plus connu en tout cas dans la bande dessinée, qui est bien sûr Tintin, pour le livre Le procès Tintin de Martin Pelletier. Et nous recevons l'auteur Martin Pelletier. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, édition du Verbéo, le procès Tintin, que je remonte encore une fois, qui est un livre étonnant, où vous donnez la parole en réalité à des avatars de Tintin et Milou, donc Oui. Pimpin et Bilou. On va en reparler, pourquoi était-ce nécessaire. Et vous retracez finalement tout ce qu'on a pu entendre sur Hergé et Tintin et tous les autres personnages, à savoir est-ce qu'ils étaient antisémites, fascistes, sexistes, machistes, francs-maçons, enfin vraiment vous allez au fond des sujets. Donc ma première question, d'abord pour nos auditeurs, est-ce que vous pourriez rapidement vous présenter et nous donner un peu la genèse de ce livre? Pourquoi ce livre? Alors, je me présente, j'ai été reporter comme Tintin. À la différence de lui, j'écris énormément. Lui, on ne le voit écrire qu'une fois dans Tintin chez les Soviets. D'ailleurs, un très long article. Et moi, j'écris beaucoup. Je suis un piscopie. Et pourquoi Tintin? Parce que j'ai appris à lire dans deux endroits. Le journal Le Monde, qui me faisait pleurer, et Tintin, qui me faisait rire et qui me plaisait, voilà. Alors j'ai toujours lu Tintin et beaucoup avec attention. Et je vais peut-être en avant sur vos questions, mais si j'ai appelé ça le procès Tintin, c'est parce que c'est en fait le procès des procès qu'on fait à Tintin et Hergé. Voilà. Voilà, c'est ça. Et vous les mettez dans la bouche de deux personnages. Est-ce qu'on peut un peu revenir sur pourquoi ces personnages? Oh, si vous voulez. J'ai un éditeur qui est très prudent, et à la fois très courageux, mais très prudent, et qui s'est rendu compte avec son avocat la personne qui dirige Tintimaginatio, ce qui a remplacé Moulinsart, est extrêmement pointilleuse sur tout ce qui peut ressembler à des droits d'auteur. Je dis ce qui peut ressembler à des droits d'auteur. Et donc, on a craint, je crois à juste titre, que si je mettais ce que j'ai mis dans la bouche de Tintin et Milou, eh bien, ça n'aille à des procès extrêmement longs et dispendieux. Alors voilà, donc là, on a Pimpin et Bilou. Qui sont les avatars de... Je suis allé dans un métavers, très agréable d'ailleurs, et j'ai trouvé Tintin et Bilou, j'ai longtemps parlé avec eux, alors, je me suis demandé qui c'était, Tintin et Bilou. Eh bien, ce sont presque les doubles de Tintin et Milou, quoiqu'il n'ait rien à voir avec eux, et c'est très hergéen ça, parce que les deux Dupont T et Dupont D ne sont par définition pas frères ni jumeaux, et pourtant ils se ressemblent parfaitement. Ben, c'est ce qui m'est arrivé avec Tintin et Bilou, qui m'ont donc ouvert leur cœur. Et donc on retrace finalement tous les albums à travers votre ouvrage et à travers donc ces polémiques, parfois ces drôleries. Mais d'abord, j'aimerais peut-être que vous nous expliquiez quelle était votre méthode de travail, parce que c'est une enquête finalement. C'est une enquête. Et comme on est dans un procès, j'ai voulu m'attacher aux faits. Il y a sur Tintin beaucoup de théories, certaines loufoques, d'autres drôlatiques, d'autres surtout très ennuyeuses. Mais et donc beaucoup de théories, beaucoup d'interprétations. Mais j'ai pensé naturel et utile de revenir aux faits, strictement aux faits. Et je me suis donc posé la question suivante, qui est évidente. Quelles sont les sources? Et en fait, on va chercher beaucoup trop de choses et trop loin souvent. Et par exemple, on accorde une certaine valeur à quelque chose qui s'appelle Tintin et l'Alphard, qui est paru en 1986 et qui est un ensemble d'ébauches. Or, on ne peut pas dire que ça fasse partie des sources et de la vie de Tintin et Milou. Pourquoi? Parce que Hergé avait coutume, il l'a dit plusieurs fois, oui, il l'a dit, je suis comme Flaubert qui disait Madame Bovary, c'est moi, Tintin et Milou, il n'y a que moi qui puisse les faire vivre. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas eu de continuation dans la série, comme par exemple dans Blake et Mortimer, où il y a une continuation, ou Lucky Luke, ou Astérix d'ailleurs. Donc, on ne peut tenir qu'une aventure de Tintin pour réelle que quand il est apposé le mot fin et la signature d'Hergé. Sinon, or,
ce n'est pas le cas de l'Alphard. Et je ne sais pas si vous avez lu un de ces bons livres de Philippe Gaudin qui est paru, qui s'appelle Tintin chez les Bigotudos, qui retrace la genèse du dernier Tintin, Tintin et les Picaros, qui devait d'abord s'appeler Tintin et les Bigotidos. Et alors Hergé a fait des centaines d'ébauches et des synopsis très différents et des scénarios qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres. Et on voit qu'entre le projet de départ et le projet d'arrivée, il y a finalement très peu de choses en commun, sauf évidemment le fait que ça se passe en Amérique du Sud. Voilà. Donc quelque chose comme Tintin et l'Alphard, c'est un des projets qu'Hergé caressait, et puis c'est tout. Ça n'a pas d'existence. C'est comme, il faut le savoir, Hergé a failli faire plusieurs autres aventures de Tintin, notamment avec le grand scénariste grec, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, qui est très actif dans les années 60-70, et qui est notamment le scénariste d'Achille Talon. Peut-être que ça oui, tout à fait. Oui. Alors, comme c'est un procès, en général, les gens se présentent dans les procès, donc peut-être qu'avant de parler de Tintin, Milou, Capitaine Haddock, etc., peut-être doit-on revenir sur Hergé, comme vous le faites d'ailleurs dans votre ouvrage. Qui était Hergé et son destin est évidemment personnellement très très lié à celui de Tintin et à celui de tous ces personnages. Et pour comprendre toutes ces accusations que vous mettez en exergue, il faut peut-être d'abord s'interroger sur Hergé lui-même. Est-ce que Hergé était cet odieux fasciste dont on parle, antisémite, etc., etc. Hergé était assez odieux puisqu'il d'abord il était belge, c'est déjà un gros défaut. Ensuite, il était un Belge de Bruxelles, un Bruxelais, dont la grand-mère parlait un patois des Marolles, c'est-à-dire du bas de la ville. C'est un patois évidemment germanique avec des mots français, assez drôle. Voilà. Et ce patois d'ailleurs, Hergé s'en est servi pour créer des langues. Il a créé l'arumbaya, qui est un langage des Amérindiens d'Amérique du Sud. Il a créé également avec ça le sildave, qui est la langue des sildaves qui habitent dans les Balkans, un petit royaume tranquille. Bon, et qui produit, je crois, des violonistes et quoi d'autre, et de l'eau minérale. Voilà, les deux productions principales de la syllavie. Donc, Hergé était un petit Belge des Marolles qui a été ensuite scout catholique, bien sûr, et qui a donc cherché à travailler, parce qu'il n'avait pas de fortune, évidemment, et il a fait un peu de publicité. C'est un très bon publicitaire, il faut voir ses affiches, sont très belles. Et il a fait des illustrations également. Et il a été engagé au Petit 20e, qui était à l'époque le supplément pour la jeunesse du quotidien le 20e siècle, qui était un quotidien francophone belge d'inspiration catholique, qui était dirigé par quelqu'un qui s'appelait l'abbé Walaise, et cet abbé était, il faut bien le dire, maurassien, tout simplement. Alors, il a commencé à dessiner les aventures, il était lui-même scout, il a dessiné les aventures de Totor Cepénéanton, tout le monde le sait, et puis ensuite, avec l'abbé Walaise, qui a été vraiment au début qui a tenu Tintin sur les fonds baptismaux, il y est vraiment pour beaucoup de choses, eh bien, il a commencé Tintin chez les Soviets. Or, évidemment, tout de suite, ça n'a pas plu. Aujourd'hui, Tintin chez les Soviets est mal considéré. Et on peut faire une petite incise là-dessus. Et Hergé, dans ses interviews à partir des années 70, s'est laissé aller à dire que c'était un péché de jeunesse. Or, si vous regardez Tintin chez les Soviets, il est vrai que l'intrigue est un peu de bric et de broc, c'est un roman picaresque, hein, mais le trait est très intéressant, il y a de très très vif, il y a beaucoup de mouvements, et le personnage, c'est d'ailleurs le mouvement d'une auto qui va relever les cheveux de Tintin et qui crée la houppe en quelque sorte. La houppe qui est caractéristique de Tintin, puisqu'en néerlandais, Tintin, c'est du keufje, ça veut dire la houppette. Voilà. Alors, donc, c'est une bande dessinée qui est graphiquement intéressante et surtout qui pose le personnage de Tintin et qui a malheureusement un grand défaut. C'est une bande dessinée où, dès 1929, Hergé massacre par le ridicule la propagande soviétique. Et ça, je crois,
que beaucoup de gens ne lui ont pas pardonné. Il était courageux et il avait l'œil vif. Il s'était d'ailleurs parfaitement documenté d'après le livre d'un consul de Belgique qui avait fait 9 ans, je crois, chez les soviets, ou je ne sais plus quel exactement le titre. Vous le On citez dans le livre, parce que heureusement que le livre est plus précis que moi, parce que voilà. Mais donc voilà, je crois que de cette chose, enfin de ce fait, est partie un peu la mauvaise réputation d'Hergé. Et alors en plus, parce que c'est pas tout, au petit 20e, Hergé rencontre des tas de gens de son âge ou un peu plus vieux. Et parmi eux, il y avait des journalistes qu'il retrouvera 12 ans plus tard dans un quotidien qui s'appelle Le Soir, d'un côté. Et puis, il y avait aussi un reporter, un grand reporter qui s'appelait Léon Degrelle. Alors, Léon Degrelle, certains le savent, d'autres l'ignorent. Léon Degrelle a été à la fois un militant catholique avant la guerre extrêmement vif et qui avait des idées de publicité lui aussi extrêmement bonnes, mais qui faisait des petites brochures. Et puis il a fondé son propre parti, le parti Rex, qui était le chef des Rexistes, qui lui était très nettement marqué à droite, on dirait peut-être national-catholique, mais avec des tendances fascisantes, clairement. Et puis alors, il y a eu la guerre où d'ailleurs Degrelle a été, déporté en France, a failli être tué, bastonné, et puis après il s'est découvert un grand amour pour le national-socialisme et son chef, et il est parti avec plus de courage que d'intelligence sur le front de l'Est, où il a gagné. Il est parti simple Feldwebel et il est rentré l'équivalent de colonel. Il a été blessé, très courageux, très hâbleur. Moi, je l'ai bien connu sur la fin de sa vie. Je suis allé le voir 2 fois en Espagne où il s'était réfugié, extrêmement courageux, extrêmement drôle, il avait le sens mais très hâbleur. Il s'est prétendu, par exemple, le Tintin lui-même, le modèle c'est ce qu'on dit souvent, que Tintin a été repris directement depuis Léon Degrelle. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Léon Degrelle le prétendait. J'ai lu, évidemment, le Tintin, mon copain, dont on ne connaît pas le degré d'authenticité d'ailleurs. Mais enfin, je crois que ça fait plutôt partie de ces exagérations. Vous vous souvenez peut-être de Robert Poulet, le frère de Georges Poulet, qui était un très grand, d'abord un bon cinéaste et littérateur, il a fait beaucoup de scénarios, et qui était aussi un très bon grand chroniqueur et un bon critique littéraire, un excellent critique littéraire. Mais c'était un liégeois, contrairement à Degrelle, qui venait de Bouillon. Alors c'était comment dirais-je, l'eau et le feu. Degrelle, c'était le hâbleur très extroverti, et Robert Poulet très comme il faut, au contraire, et de la grande bourgeoisie liégeoise. Il avait on voyait bien que le trop de paroles de Degrelle l'agaçait. Voilà. Cela dit, il n'en a pas dit non plus beaucoup de mal, mais je crois qu'il y a toujours un peu d'exagération, c'est Degrelle. Mais cela dit, Tintin, après la guerre, malgré tout ce qui était arrivé à Degrelle, lui a conservé son amitié, lisait ses livres, lui envoyait les siens, et d'ailleurs il était resté copain avec tous ses autres amis, dont un député rexiste qui avait dû s'exiler en Argentine, et quand à un moment donné Tintin a eu de graves dépressions nerveuses, on en parlera tout à l'heure, vers 1948, il avait formé le projet d'aller avec ce garçon. Quand Hergé a eu en 1948. Ouais. Pardon, oui. Hergé, je les confonds, vous savez. Voilà. Oui, non, mais les auditeurs ont compris. Mais voilà. Oui, ils sont plus intelligents que vous, bien sûr. Alors, il y a une chose intéressante quand même dans Tintin et les soviets, c'est que dans votre livre, que je remontre ici, Le procès Tintin, vous faites un parallèle vraiment passionnant entre l'expérience de Gide et l'expérience, ce que propose Hergé. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce thème-là, puis ensuite on parlera de la censure quand même, dont a été victime Hergé. Alors, oui, je peux revenir, parce que si je l'ai placé, c'est que ça m'amusait beaucoup. On a coutume de dire aujourd'hui, justement, après Hergé, les soviets, oui, c'est un début, mais c'est rien du tout, c'est un péché de jeunesse. Or, comme on en a parlé tout à l'heure, pour moi, c'est graphiquement intéressant, et puis, ça a vraiment une charge politique
forte. Parce qu'en 29, Lénine était mort depuis quoi 5-6 ans, ou peut-être un peu plus, j'en sais rien, je n'ai plus les dates en tête. Et Staline mettait peu à peu la main sur l'appareil du PCUS, mais en France, toute la gauche était énamourée par le Parti communiste, excusez-moi, et c'est un peu la même chose. Et donc avait beaucoup d'admiration pour l'expérience soviétique, et y compris, naturellement, cet homme de lettres, ce littérateur, qui était à l'époque extrêmement connu, c'était un mentor de gauche, qui était André Gide. Aujourd'hui, comme il écrivait malheureusement en français, très peu le lisent aujourd'hui, mais il écrivait correctement. Gide, c'était un peu guindé, c'était un peu gourmet, mais c'est correct, c'est même parfois joli. Bon, eh bien, donc c'était un maître, et un maître qui était vraiment favorable à l'expérience communiste. C'est pour ça que beaucoup plus tard, en 36-37, Aragon, qui était une des courroies de transmission, Aragon le poète et l'excellent romancier, c'est pas le problème, mais c'était une ordure, pas l'ordure communiste. Il a fait une très belle ode au Guépéou que je recommande aux jeunes gens. Donc, qui était à fond dans la propagande de Staline, organise un voyage en URSS pour Gide et ses amis, voilà. Et ils y vont, et l'idée était claire. On envoie un ami de Staline voir l'URSS de Staline pour en faire, au retour, le panégyrique. Or, Gide, qui a été très content d'y aller, qui a passé 2 mois aux frais de la princesse là-bas, qui avait des émois puisqu'il était homosexuel, et il aimait beaucoup les jeunes comme Komsomol soviétiques. Bon, tout s'est bien passé. Il a d'ailleurs envoyé le jour d'anniversaire de Staline un beau télégramme. Il a été très agréable avec tout le monde. Il a fait des discours enflammés en URSS. Mais il a comme c'était un type qui coupait les cheveux en 4 et en 8, qui avait énormément de problèmes d'honnêteté personnelle. Il a fait quelques réserves qu'il a consignées dans un livret, parce qu'on ne peut pas appeler ça un livre, c'est 73 pages, un livret qui s'appelle Retour du RSS, où, parmi énormément de bonnes choses, il glisse 3 ou 4 réserves. Alors là, c'est la catastrophe, pas à Billancourt, mais chez les intellectuels de gauche parisiens, et en particulier chez Aragon, qui dit, on l'envoie dans un voyage qui coûte la peau des fesses, et voilà ce qu'il nous pond. Et alors, oui, c'est l'orchestre rouge, Gide, salaud, traître, gna gna, gna gna. Et à ce moment-là, Gide n'a pas apprécié, parce qu'il avait été, à sa manière, honnête. Il n'avait rien vu. Il faut bien le dire, parce que vraiment, on ne peut pas dire que si on relit aujourd'hui Retour du RSS, on éclate de rire, parce que c'est juste quelques réserves d'un intellectuel qui voudrait être parfaitement moral. Bon, mais c'est tout. Il n'a rien vu et rien critiqué. Alors le deuxième, ça le met tellement en rage que l'Orchestre Rouge l'attaque. À ce moment-là, il va écrire quelque chose de beaucoup plus documenté, de beaucoup plus méchant, qui s'appelle Retouche sur le voyage du retour du RSS. Or, c'est encore une fois une imposture. Ce ne sont pas des retouches, c'est un autre livre, et c'est le seul livre qui maintenant montrait un exemple, vous voyez, comme un intellectuel comme Gide, qui était pourtant favorable au PC. Non, pas du tout, c'est pas comme ça que ça s'est passé. La première impression est vraiment, encore une fois, très soviétophile. Donc, on loue, c'est ça qui m'agace, c'est le 2 poids, 2 mesures. On loue Gide pour son courage et sa clairvoyance, alors qu'il n'en a pas eu, et on attaque Hergé pour son infantilité, alors que Tintin chez les Soviets n'est pas du tout infantile. C'est un merveilleux livre qu'il faut regarder. Et en plus, c'est très facile à lire, parce que c'est vrai, comme c'est picaresque, ça va dans tous les sens, ça se lit en 20 minutes. Hein, voilà. Et donc, pour continuer sur Hergé, évidemment, pendant la guerre, enfin surtout à la fin de la guerre, il va vivre des choses qui vont profondément le marquer, et qui vont, et ça on le voit bien dans votre livre,
qui vont le changer psychiquement, j'ai envie de dire. Je veux pas Il faut pas psychiatriser faire trop de psy, mais trop, voilà. mais j'ai l'impression quand même que ça a beaucoup marqué. Mais pendant la guerre, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il faut comprendre, parler de 2 secondes de la guerre pour comprendre ce qui s'est passé après. Il arrive en 1940, il faut bien dire, bon, il est libéré de ses obligations militaires, il n'a pas un flèche. Hein. Il ne travaille plus au petit 20e, il faut bien qu'il croûte d'une façon quelconque. Et on lui propose un de ses anciens copains qui a pris une responsabilité au Soir, qui est un grand quotidien belge, et qu'on appellera ensuite le Soir volé, parce que, comme ça se fait souvent, simplement, quand dans le désordre général, quelqu'un reprend. Bon, il a été repris. Donc, ce copain lui dit, viens donc te faire des bandes dessinées. Il fait ça a eu un succès fou. C'est ça probablement qui a fait monter les ventes aussi du Soir. Et donc à ce moment-là, Hergé, qui est à l'époque très prolifique, va produire plusieurs bandes dessinées, dont Le Crabe aux pinces d'or, Le Trésor de la Crème Rouge jusqu'à de la licorne, les 7 boules de cristal, L'île mystérieuse. Ça va à toute vitesse. Là, il est prolifique. Et ce sont de bonnes bandes dessinées. Ça a énormément de succès. Sa notoriété va être multiplié par 10, ses ventes commencent en France également. C'est l'essor d'Hergé, la guerre, il faut le dire. Comme d'ailleurs, la guerre était très prolifique dans le cinéma français entre 1940 et 1944, c'est énorme ce qui s'est produit. Donc voilà, c'est ça. Et évidemment, à la fin de la guerre, les résistants l'arrêtent 3 fois de suite. 3 réseaux différents, et il passe une nuit en prison où il croise des copains, des pas copains, dont certains ont vraiment collaboré, mais dont beaucoup sont pris dans la rafle, en quelque sorte. Et il est accusé de collaboration passive pour avoir travaillé, en fait. Pour avoir travaillé. Et le substitut du procureur du roi, puisqu'on est en Belgique, comprend quand même que ça serait ridicule d'aller plus loin et le libère. Mais il va être quand même ennuyé par ça, d'abord parce que l'enquête dure un certain moment. Heureusement qu'il a quelques cautions qu'il ne connaissait pas d'ailleurs, mais des résistants qui se portent caution. Et puis, il est, à un moment donné, déclaré incivique. Ah oui, ça c'est important, c'est en Belgique, il me semble que oui, incivique en Belgique, c'est très important. Si vous étiez incivique à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ça veut dire que vous êtes un mort social. Un incivique ne peut pas tirer de chèque, il ne peut pas percevoir une pension, il ne peut pas travailler, il ne peut rien faire. Il ne peut pas se marier, bien entendu. Il est mort social. Et donc, il se retrouve comme... Bon, il a quelques petites économies parce que ça a bien marché pendant la guerre, mais il se retrouve comme 5 ans auparavant, sans rien. Alors, heureusement, un jeune résistant du nom de Raymond Leblanc a dans l'idée de lancer le journal Tintin, et il va se porter garant pour comment s'appelle, Hergé, et son certificat de civisme va lui être délivré, et à partir de là, sa carrière est toute tracée. Mais c'est vrai qu'il a été extrêmement choqué d'abord d'être lui-même mis en prison, puis que ses copains alors il y en a pour qui ça s'est très mal terminé. Il y en a un, notamment un tout petit jeune qui connaissait comme ça, quelqu'un qui s'occupe du courrier, qui va être condamné à mort. Et ça va vraiment le perturber. Il gardera de ce moment, de cette période, une grande amertume, et alors que ses premières aventures étaient toutes très optimistes, et souvent avec une pincée de politique, après c'est fini. Et même, on en parlait tout à l'heure, après la guerre, il va avoir en plus des états d'âme, des difficultés psychologiques dont vous parliez, et il va vraiment vouloir à plusieurs reprises, et notamment en 48-49, émigrer, et ne plus entendre parler de l'Europe, en quelque sorte. Alors si on reprend un peu la chronologie des albums, puisque maintenant on va rentrer vraiment dans Tintin. On a compris
Tintin et Hergé, c'est difficile de les séparer. Trop de les séparer. Donc Hergé collabo, ça ne tient pas, on l'a vu. Il y a beaucoup de gens qui disent « Oh mais Hergé quand même, c'était un odieux raciste ». La preuve, Tintin au Congo, dont on n'a pas encore parlé, on est obligé d'en parler, Tintin au Congo. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette accusation-là, que vous traitez encore une fois dans votre livre « Le procès Tintin ». Alors, sur le racisme d'Hergé, encore une fois, c'est une façon de voir les choses qui ne tient pas compte de l'histoire, c'est-à-dire du contexte historique. Hergé était, à l'époque, où les colonies, il faut bien voir que Tintin au Congo, c'est à peu près, je n'ai plus la date en tête, mais ça doit être 31 ou 31, oui, je pense. Ça devrait se trouver dans le livre ou pas. C'est dans le livre. Mais je vous retrouverai ça. C'est l'ordre d'idée. Hein. C'est à 29, c'est les soviets, et 30, 31, 32, ça, voilà. Or, il faut se souvenir que l'exposition coloniale en France, c'est 1931. Donc, c'est le moment où l'Europe est fière de ses colonies. Et la Belgique, en particulier, est fière du Congo, qui a d'abord été une colonie qui était la propriété de Léopold II, et puis qui l'a donné ensuite à la Belgique. Et si vous voyez la version originale en noir et blanc de Tintin au Congo, Tintin donne des cours d'histoire où il parle de notre mère patrie, la Belgique. Et puis, deuxième chose, il est très favorable aux missionnaires. Ce sont des as, dit Milou, qui est souvent le porte-parole d'Hergé. Bon, c'est clair. Mais cela dit, la façon dont il représente les Noirs n'est pas plus caricaturale que la façon dont il représente les Blancs. Parce que ce que faisait Hergé, il le dit, il l'explique, c'est de la caricature. C'est à ça que sert la ligne claire, c'est de montrer d'un seul trait de quoi on parle et de qui on parle. Il n'y a donc pas de racisme du tout. Et je dirais, pas la meilleure preuve, mais la meilleure récompense d'Hergé, c'est qu'au Congo, les gens sont très contents de Tintin au Congo. Le mouvement est parti de certains intellectuels anglais d'abord et français qui ont toujours mauvaise conscience, comme André Gide. Il faut avoir mauvaise conscience. Mais les Noirs du Congo, eux, ne se sont pas trompés. Il y a autre chose qui choque beaucoup, qui choque beaucoup on va dire la gauche, encore actuellement, peut-être même de manière encore pire actuellement, c'est le rapport entre Tintin et les animaux pendant oui, que là, il fait fort. Ouais, hein. C'est un peu comme le baron de Croix. Il commence par entasser les antilopes, et il tue pour rien un pauvre crocodile, il écorche un singe pour prendre sa peau. Qu'est-ce qu'il fait d'autre? Avec le rhinocéros aussi. Le rhinocéros, il le fait exploser avec une bâton de dynamite. Il y a quand même aussi un buffle qu'il tue avec une espèce de roc. Enfin, il y en a d'autres. Bon, ben voilà. Ce sont il faut voir qui est Tintin. Je vais peut-être faire là une incidente, parce que je crois que les incidents, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc, il y a un personnage qui est Tintin, et qui est un personnage tout à fait extraordinaire, qui est comme le baron de Crac. Il a des pouvoirs, c'est pas un super-héros du tout, mais c'est un type tellement malin, par exemple, quand il incise 2 EVA qu'il a trouvés dans la savane africaine. C'est pas très simple de trouver 2 EVA. Il incise, il tire le latex. Avec le latex, il fait une espèce de catapulte. Il met le roc et il tire son buffle. C'est quand même fantastique. Type très malin, Tintin. C'est un diablotin très malin et qui est très drôle aussi. Il se moque des autres, toujours dans ses premiers albums, et il se moque de lui-même. Et dans la façon dont Hergé le dessine, on voit bien qu'il se moque de lui-même. Je ne sais pas si vous avez vu, si vous vous souvenez, dans Tintin chez les Soviets, à un moment, il est transformé en bloc de glace et traîné par des Cosaques. Dans Tintin au Congo, il est attrapé par le lion, par les fesses qui le traînent comme ça. Heureusement que Milou va mordre la queue du lion, la couper, et comme ça faire cesser cette injustice. Donc voilà, Tintin est un personnage qui est issu d'une certaine forme d'humour bruxellois. Ils appellent ça la Zwanz. Je ne sais pas si je prononce bien. C'est-à-dire qu'on se moque des autres et on se moque de soi-même, et on fait de personnages picaresques, il n'y a pas d'autre mot. Voilà. Et c'est ça qui est le premier Tintin. Alors, à la fin,
tiens, allez, divergeons. À la fin, si vous regardez au contraire Tintin chez les Picaros, vous le voyez les pieds en l'air et torse nu faire du yoga. Et d'ailleurs, refuser d'entrer dans l'aventure, puisqu'il va déléguer pour lui le capitaine Haddock pour sauver la Castafiore. Donc Tintin, à la fin, est une espèce d'ange très sage et très moral qui ne bouge plus. Alors qu'au début, c'était un diablotin qui court, vous regardez encore une fois Tintin chez les Soviets, vous verrez, il n'arrête pas de courir, de voler, de prendre des voitures, de faire sauter des trains, même de travailler sur une drésine. C'est pas un athlète, mais c'est une force qui va. Et à la fin, il n'y a plus de force. C'est devenu un ange, voilà. Et c'est ce changement de Tintin qui m'a paru très intéressant à noter. Mais je me souviens plus de votre question de Mais d'origine. c'est pas grave, on reviendra aux autres accusations après, parce que vous en parlez beaucoup dans votre livre, Le procès Tintin. Ça, c'est quelque chose qui... Alors, moi, j'ai beaucoup lu et regardé les Tintins, mais je n'avais jamais remarqué ça. L'évolution entre les rapports dans les rapports entre les personnages, oui. Et notamment l'évolution qui est quand même majeure entre Tintin et Milou. Est-ce qu'on peut s'arrêter un petit peu sur ce fait-là ? On peut. Alors, Tintin et Milou, qu'est-ce que c'est au début ? C'est deux copains. C'est deux copains qui n'arrêtent pas de parler. Et on vient de parler de Tintin au Congo, et qui sont tous les deux des stars, et qui se sauvent l'un l'autre. Tintin au Congo, Tintin sauve Milou du crocodile, Tintin sauve Milou au moment où il est piqué par les moustiques en faisant venir le chirurgien du bord. Enfin, Tintin sauve Milou, mais Milou sauve Tintin beaucoup. C'est lui qui le sauve, notamment du lion, hein, en attaquant le lion qui l'emportait alors qu'il était assommé. C'est lui qui le sauve aussi des pygmées, puisque en fait c'est lui le roi des pygmées. Pendant deux pages, il est la star. Bon, ils sont à égalité. Dans Tintin et en Amérique, c'est encore mieux. Ils sont pendus ensemble 2 fois. Et ils sont mitraillés ensemble, heureusement en effigie, par la fenêtre, par le gangster. Donc ils sont 2 alter ego. Et à la fin de Tintin en Amérique, il y a un moment où les gangsters ont jeté Tintin dans le lac Michigan avec des haltères aux pieds pour que ça soit terminé. Hélas, ils se sont trompés d'haltères. Ils ont pris les haltères en bois de l'homme le plus fort du monde, et Tintin surnage. Et il remonte sur une vedette qui était prétendument de la police, mais qui est encore une fois d'autres gangsters. À ce moment-là, il casse les haltères et il s'en sert contre les gangsters. Et Milou, qui était avec d'autres gangsters à l'avant il dit « Dépêche-toi, Tintin !» Et Tintin lui dit « 1 seconde !» Donc, non seulement on voit des bulles où les 2 personnages pensent, mais ils se parlent vraiment, ils ont une vraie conversation. Voilà. Et ce sont 2 êtres, en quelque sorte, 2 copains. Et puis, après, c'est fini. Milou continue à penser, mais Tintin ne le répond plus jamais. Alors il y a une théorie là-dessus, la théorie que j'appelle la théorie du lotus bleu. On dit le lotus bleu, c'est le premier des Tintins, des vrais Tintins, des Tintins sérieux, des bons Tintins. Rationaliste. Voilà, je dis mon œil. Parce que, et donc la théorie, c'est dans le Lotus Bleu, Tintin fait un effort de documentation et de recherche du réel, et donc, rentrant dans le réel, tous les artifices de la fable, notamment un homme qui parle avec un animal, ça ne marche plus. Je dis mon œil parce que je suis poli, mais franchement... D'abord, une chose, le Lotus Bleu n'est absolument pas rationnel. Si vous trouvez rationnel que Tintin se déguise en général japonais pour passer la revue, c'est très bien. Ou qu'il vole une automitrailleuse. Ou que, mis en prison par le chef de la concession internationale, il casse la figure à 3 malabars hindous. Enfin, tout est à l'avenant. À tout moment... Il saute sur un ventre, il saute sur à tout moment, on est dans la Svans, précisément. Et d'ailleurs, après, il ne sera pas plus rationnel pendant plusieurs autres albums. Donc, c'est faux. Mais surtout, Milou est devenu un chien bien avant le Lotus Bleu, très exactement dans Les cigares du pharaon, qui alors
lui n'est pas du tout rationnel, puisque Tintin pêche le requin dans la mer Rouge à bord d'un sarcophage. Bon, c'est à ce moment-là que Tintin ne répond plus à Milou. Et pour symboliser cette rupture, moi j'ai trouvé quand même qu'il y avait une planche qui était symbolique de ça. Je ne sais pas si vous voyez la scène. Ils sont toujours à la recherche avec du savant Philémon Cyclone, et ils descendent dans le tombeau d'un pharaon où sont cachées des boîtes de cigares opioïdes qui vont les endormir. Mais avant de s'endormir, ils voient une série de sarcophages contenant des hommes momifiés qui sont leurs prédécesseurs dans ce piège. Il y a un tel archéologue, un autre tel archéologue, et les deux derniers qui sont vides, Tintin, reporter, et Milou, chien. Milou est devenu un chien à ce moment des cigares du pharaon. Voilà. Quant à Tintin, c'est devenu un ange, peu à peu. Et ça, on pourra revenir. C'est intéressant de voir Allez-y, si vous voulez, sur il est devenu Tintin, un ange. Il n'est pas devenu un ange tout de suite, parce que si vous regardez l'oreille cassée, il lui arrive beaucoup de choses. Il se saoule avec le colonel chargé de le fusiller. Enfin, il fait beaucoup de bêtises encore. Non. Et encore très tard, il va en faire. Alors, mais il est devenu un ange à un moment très précis. C'est quand il change de vêtements. Vous savez que la ligne claire, encore une fois, la bande dessinée, c'est visuel. Et c'est comme le cinéma, on doit montrer par l'apparence l'intériorité de quelqu'un. Et jusqu'à présent, Tintin, avec sa culotte de golf, toujours, une chemise jaune ou blanche, une veste marron à martingale, et quelquefois, dans les grandes occasions, il mettait une cravate. Voilà. Mais à la page 60 ou 61 du secret de la licorne, il met un pull bleu. Et ce pull bleu, il va le garder toute sa vie. Et c'est à ce moment-là qu'il va progressivement devenir un ange. Et pour bien le mesurer, j'ai comparé L'Étoile mystérieuse, qui est une aventure pendant la guerre, au Trésor de Rackham le Rouge, qui fait suite tout de suite au Secret de la Licorne, qui est une aventure pendant la guerre, les deux. Les deux sont des huis clos maritimes, c'est-à-dire ils sont tous les deux sur un chalutier qui est commandé par le capitaine Haddock. Et ils sont tous, les deux, cherchent un trésor. Dans l'Étoile mystérieuse, on cherche un aérolithe tombé en mer qui vaut de l'or, et dans l'autre, un trésor qui est prétendument enfoui dans près d'une île, l'île où a échoué la licorne. Bon, eh bien, il faut observer Tintin dans les deux cas. Dans L'Étoile mystérieuse, il sourit, il court, il saute, il fait des bêtises, il interpelle Philippe Pulus au nom de Dieu le Père, il boit un peu, enfin tout, il saute sur l'aile d'un avion pour récupérer Milou, il manque de se brûler dans l'océan brûlant, enfin c'est le Tintin première manière. Et dans L'Étoile mystérieuse, à part une fois il danse avec le tournesol quand il croit avoir trouvé le trésor, il est tout à fait sérieux, il bouge plus, et il a son pull bleu. Et même quand il rentre dans l'eau, avec le petit sous-marin de tournesol, la scène est toute douce. Et quand il se bat avec le requin, il n'y a pas de mouvement. Et même, c'est sa première asphyxie, il n'est pas asphyxié complètement, mais sa première menace d'asphyxie est aussi dans le trésor de Rackham le Rouge. C'est donc sa mue. La mue de Tintin, qui était un diablotin en ange, commence à ce moment-là. Il y aura des moments, quand même, notamment dans Coq en stock, où il danse avec le capitaine Haddock, où il se réveille, mais et là, on parlait d'Hergé. Hergé lui-même, qui avait du mal à la fin à faire Tintin, se mettait de temps en temps dans l'humeur où il était quand il était jeune. Et ça correspond à ce mouvement de Tintin. Alors on va essayer de revenir, on pourrait parler de Tintin pendant 3 heures, je me rends compte qu'il nous reste que 20 minutes. Ah bon, voilà. On fera 20 minutes. Alors. On est obligé de parler du Tintin misogyne. Est-ce que Tintin est misogyne ? C'est vrai qu'on a peu de femmes dans l'univers Tintin.
La Castafiore est vue de manière négative. Vous montrez tout ça de manière beaucoup plus nuancée. Très peu de femmes, surtout des concierges, ou très peu de passantes même. Est-ce que Tintin est foncièrement misogyne, comme on l'entend beaucoup ? Tintin, on va faire un peu d'histoire, parce que comme d'habitude, les théories et les interprétations se passent de faits. Il y a des faits quand même auxquels il faut revenir. Tintin, première chose, il est né en 1929 dans un journal catholique pour garçons. Parce que il y avait des journaux catholiques, des journaux communistes, des journaux de tous bords, mais il y avait surtout des journaux à l'époque pour garçons et pour filles, pour les petits. Hein. Il y avait la semaine de Suzette, si vous étiez une fille. Bon, les filles lisaient la semaine de Suzette. Il y avait des garçons qui lisaient les journaux de filles, hein, c'était mon cas. Bon, mais c'était comme ça. C'est comme ça que c'était. Comme en classe, il y avait les classes de filles et les classes de garçons, tout simplement. Quoi. Donc évidemment, dans un journal de garçons, on raconte des histoires de garçons. C'est exactement le cas de Tintin. On ne va pas parler de... Et donc, qu'est-ce que c'est les histoires de garçons ? On va l'emmener en Amérique, faire un peu le cow-boy, on va faire l'explorateur, on va faire le reporter tout à fait, à la fois très lucide et incorruptible. Voilà, c'est ça les histoires de garçons. On va aller sur la Lune, on va faire, bon, faire la bagarre. Voilà. Alors, après, il y a l'après-guerre, ça c'est un peu modifié. Les filles et garçons ont été moins strictement séparés. Mais il y a quand même une loi qui est très simple, hein, la loi de 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, qui est extrêmement pointilleuse et que Verger va respecter. Alors vous allez me dire, parce qu'il faut toujours qu'il y ait un contre-jeu, vous allez me dire, mais oui, mais peu à peu, cette loi de 1949 a été un peu tourné dans les années 1950, et vous voyez notamment dans Buck Danny, je ne sais pas si vous connaissez Buck Danny, moi je dis Buck Danny, j'aime beaucoup mieux, mais donc le beau colonel aviateur de l'armée américaine, et vous voyez une méchante, c'est marrant, c'est une méchante, donc lui aussi on aurait pu dire qu'il était misogyne, méchante, mais elle est méchante, mais elle est très mignonne, et une méchante blonde qui s'appelle Lady X, et qui est l'ennemi, voilà. Donc vous voyez que certains ont commencé à tourner l'interdiction. Et pas Hergé, c'est vrai. Mais Hergé s'en est expliqué, je crois qu'il s'en expliquait assez honnêtement. Ce qu'il aimait, c'est faire de la caricature. Et comme il avait beaucoup de respect et d'amour, d'ailleurs, pour les femmes, il n'aimait pas caricaturer les femmes. C'est pour ça qu'on voit surtout des concierges, des gens caricaturales, des femmes caricaturales, ou de temps en temps, une hôtesse de l'air plus tard, pas beaucoup. Hein. Et puis, comment dirais-je, la grande exception, la Castafiore. La Castafiore, encore une fois, quel est le fait ? Hergé n'aime pas l'opéra. Trouve que c'est un art hybride et cube, et bon, c'est son affaire. Il a un copain, Edgar Pierre Jacobs, l'homme de Blake et Mortimer, qui aime beaucoup l'opéra et qui est lui-même baryton, qui a chanté. Donc il se moque d'Edgar Pierre Jacobs, et pour se moquer, pour plaisanter, c'est toujours la sens, il va mettre un personnage ridicule qui est la Castafiore. Castafiore, c'est-à-dire chaste fleur. Voilà. Et on l'appelle le rossignol. Rossignol, évidemment, le rossignol chante, mais c'est aussi un vieux coucou, un rossignol. Hein. Et en se documentant, j'ai notamment lu un livre d'une fille qui s'appelle Myrène Moons, qui a fait un livre sur la Castafiore. On se rend compte que le rôle de Marguerite, qui est le rôle fétiche de la Castafiore, a été tenu à la fin du 19e ou au début du 20e par une femme qui a tenu jusqu'à 72, 73 ans. Et c'est donc pour se moquer des vieilles cantatrices que Hergé a fait ça. Et si on voit la Castafiore dans ses premiers dessins en noir et blanc, c'est terrible, parce qu'elle vraiment, elle est marquée, hein, mais méchamment marquée. Hein. On pourrait dire les bajoux de la Castafiore et pas les bijoux de la Castafiore. Et voilà. Et quand à la fin, Hergé dit à Numa Sadoul, qui l'interviewe, quel âge a la Castafiore, et il lui répond 45 ans environ. Tout le monde rigole, parce que c'est peut-être 45 ans à la fin, mais 73
au début. Bon, c'est pas de mal d'avoir 73 ans, ça va être mon âge bientôt. Mais quand même, on ne peut pas dire qu'elle ait 45 ans. Et la Castafiore, vous en parliez tout à l'heure, elle est née 2 fois. Avant la guerre, comme une vieille dame. Et à partir de l'affaire Tournesol, elle change. Elle devient un personnage positif puisqu'elle sauve la vie de Tintin, Haddock et donc Tournesol aussi. Et bien donc, Hergé est confronté au problème suivant. Jusqu'à présent, c'est un personnage parfaitement ridicule, que je maltraitais graphiquement. Mais c'était maintenant un grand personnage positif. Qu'est-ce que je vais faire ? La réponse est très simple. Je vais la rendre belle, enfin, autant qu'il est possible. Donc il va la rajeunir, il va montrer ses chevilles qui ne sont pas des chevilles de dindon mais des chevilles fines, il va équilibrer son visage avec une coiffe, il va lui mettre une splendide robe rouge, etc. Et comme ça, et si vous la regardez ensuite, aussi bien dans Coq en stock, où elle a une robe un peu à la Pompadour, que dans Les Picaros, où elle apparaît avec un grand chapeau qui cache sa tête en quelque sorte, et où elle a une très grande belle robe rose, il a fait tout ce qu'il pouvait pour qu'elle demeure ridicule, mais quand même un bon personnage. Voilà. Son cas s'arrange au fil du temps, on pourrait dire. Alors on m'en voudrait si je passais sur le côté antisémite, donc je suis obligé de vous poser la question. Est-ce que Tintin était antisémite? C'est vrai qu'on le voit se battre à plusieurs reprises, jamais directement d'ailleurs, mais indirectement, contre des grands industriels qui ont les caricatures ou les noms de grands capitalistes juifs. Est-ce que Hergé l'était? Est-ce que Tintin, par la même occasion, l'était également? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors, il faut être précis. Et, il est, comme beaucoup de monde à son époque, il est contre les plutocrates. C'est des gens qui ont beaucoup d'argent, qui ont à la fois des intérêts dans la presse, dans ceci, dans cela, et qui jouent de leur influence. Alors, évidemment, entre les deux guerres, il y a une partie de l'opinion qui attribue ce fait à des juifs. Mais si vous regardez Rastapopoulos, qui est le plus méchant, des plus méchants, il n'est pas juif. Il est grec levantin. Alors, il est lui aussi propriétaire de mais c'est bon, voilà. Alors maintenant, est-ce que il y avait quelque chose de plus particulier? Le plus particulier, c'est dans un comment ça s'appelle? Un album qui est L'Étoile mystérieuse. Le méchant, dans la version d'origine, s'appelle Blumenstein, et on trouverait effectivement que son profil, on pourrait le trouver dans le Stürmer, qui était un journal nazi. Oui. Bon, et pas de là, c'est vraiment le méchant, et là est un juif, hein, c'est clair. Et dans la version, la version papier du soir, il y a un petit moment où on voit, vous vous souvenez du moment où il a failli avoir la fin du monde, et où il va y avoir la fin du monde, et juste avant, et là vous avez deux petits juifs qui disent, il y en a un qui dit, voilà, j'avais une dette et ça tombe bien parce que je n'aurais pas à la rembourser. C'est une plaisanterie de mauvais goût, mais des plaisanteries comme ça, on en trouve sur tout le monde. C'est ce que Hergé disait très, très justement. Il s'est moqué de tout le monde un peu bêtement, mais méchamment. Oui, mais alors, ce qu'on lui répond, oui, certainement, ça c'est vrai, mais enfin, malheureusement, c'était la guerre, et pendant la guerre, quand même, les Juifs ont eu un sort différent des autres. Et à ça, il répond, et je crois qu'il a raison de le faire, c'est vrai, mais aujourd'hui, je n'aurais pas fait ça, mais je ne le savais pas. Et je crois qu'il a parfaitement raison de le dire, parce que non seulement le Vatican ne le savait pas, l'intelligence service ne le savait pas, et il faut lire ce qu'on en dit des gens comme Raymond Aron, Léon Poliakov ou André Frossard, tous trois juifs et tous trois bien placés, ils ne savaient absolument rien. Il y a même un moment, André Frossard, qui était chroniqueur au Figaro, où André Frossard dit, qui était en prison, se réjouit d'être envoyé en camp.
Voilà. Vous l'expliquez bien je dans, l'explique. dans Donc le livre. bon, alors Hergé a dit, voilà, je ne savais pas, donc on ne peut pas. Encore une fois, il ne faut pas faire de rétro-histoire. Il ne le savait pas, point à la ligne. Absolument. Il nous reste 10 petites minutes. J'ai beaucoup de points qu'on ne pourra pas aborder, évidemment, mais il y en a un qui m'intéresse particulièrement. Non, c'est passionnant, et vous êtes là pour ça. Qui m'intéressait particulièrement, c'était le côté ésotérisme. C'est vrai on pourrait se dire, dans certains Tintins, il y a un côté un peu ésotérique. Des symboles, de la symbolique, même des rêves prémonitoires, enfin des petites choses comme ça qui pourraient nous faire croire que Hergé s'intéressait au moins à cette question. Vous nous direz si c'est vrai ou pas. Ou peut-être même aurait fait partie de la franc-maçonnerie. Vous en parlez encore une fois dans votre livre. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce point ? Alors, je ne peux pas vous dire s'il aurait fait partie de la franc-maçonnerie. Il y a, je cite, un franc-maçon qui, dans une analyse brillante, mais est-ce que c'est brillant ou est-ce que c'est aussi une plaisanterie, je ne le sais pas, prétend qu'il serait franc-maçon. Ça, je n'ai pas d'opinion là-dessus. Mais en revanche, qu'il s'intéresse aux phénomènes paranormaux, il y en a des preuves partout. Et la meilleure, enfin la plus évidente, c'est l'avant-dernier, vol 714 pour Sydney, où une espèce de médium extraterrestre les emmène dans une soucoupe volante pour finir l'aventure. Bon, mais il y a d'autres moments. Et vous parliez de symboles et de choses surprenantes. Avant d'y venir, je me souviens, il faut dire qu'une des amis des Hergé, notamment de sa femme, faisait tourner les tables et se prétendait médium. Ils étaient vraiment intéressés par ça, hein, c'est clair. Et après cela, plus tard, quand il a vieilli et qu'il s'est complètement détaché complètement du catholicisme, Hergé s'est intéressé au taoïsme, au tibétain, etc. C'est clair. Il avait René Guénon, voilà, expliqué dans le... Pour moi, l'aventure de Tintin où cela est le plus net est également une aventure pour moi tout à fait bizarre et extraordinaire, c'est les 7 boules de cristal. Parce que tout y est surprenant. Vous savez que le capitaine Haddock était le héros qui intéressait le plus Hergé, qui l'aimait le plus. Eh bien, au début des 7 boules de cristal, Haddock est tout à fait bizarre. Il change de personnalité. Il fume le cigare à la place de la pipe. Il essaie de monter à cheval, ce qui ne vaut pas grand-chose. Et il met des monocles. Et il se demande comment changer l'eau en vin. Je me demande si là, il n'y a pas déjà, parce que Tintin lui dit que c'est impossible, il n'y a pas déjà un doute de la part d'Hergé sur le catholicisme. Et puis ensuite, ils sont entraînés, ils vont au music hall, où là, ils sont entraînés dans un parcours tout à fait bizarre. Je ne sais pas si vous voyez l'image avec la grande étoile de David en jaune, la tête de bœuf, les pylônes qui tombent, la réalité du décor qui fait que le capitaine Haddock s'écrase dessus. Là, il y a une espèce de parcours tout à fait bizarre. Et j'allais dire que, puisque j'aime bien revenir au sujet des femmes, quelque chose de tout à fait extraordinaire. Vous avez, c'est le seul endroit, il y a 2 femmes belles et qui sont dans l'intrigue, qui parlent. Donc, parce que d'habitude, ils ne parlent pas beaucoup, sauf les concierges, hein, et qui ont un rôle dans l'intrigue important, et qui ne reparaîtront jamais. Il n'y aura plus jamais de ce type de femme. C'est une hindoue, Madame Yamina, qui est la médium, qui est hypnotisé par le fakir et qui va en fait révéler toute l'affaire, enfin qui va mettre en scène toute l'affaire. C'est la malédiction du dieu soleil sur les gens qui sont allés, les ethnologues qui sont allés au Pérou. Et puis vous avez voilà, et elle parle, et elle est importante pour l'intrigue, elle est très belle. Et vous avez immédiatement après, et en même temps, Madame Clermont, tout à fait belle blonde, qui est la femme du cinéaste de cette expédition. Voilà. Et ça ne reparaîtra plus, comme ne reparaîtront pas les signes dont vous parlez, les signes kabbalistiques, ou voilà, je ne sais pas. Et je ne saurais pas vous dire à quoi c'est dû, parce que je n'ai pas fait je ne suis pas tintinologue et je ne suis pas psychiatre non plus. Donc je note des faits.
Oui, pour un procès, c'est ce qu'on demande. Ça tombe bien. Peut-être qu'on peut finir avec un aspect important de notre époque, parce qu'on peut se rendre compte finalement que Hergé et donc Tintin ont subi peut-être en premier ce qu'on appelle aujourd'hui le wokisme, la déconstruction, ce genre de choses, et qu'on peut appeler la censure ou le fait de vouloir changer l'histoire. Ça, vous le montrez bien dans votre livre. Hergé est obligé de modifier des choses. Il s'y est prêté d'ailleurs parfois avec plaisir, d'après ce que j'ai compris, ce qui peut paraître étonnant pour un artiste. Et lui-même va apporter une sorte, alors aujourd'hui on dirait déconstruction, sur ses propres personnages, et peut-être même une sorte de, j'allais dire de haine, c'est peut-être un peu exagéré, vous allez me dire, sur Tintin et sur ses personnages, ce qui donne 2 derniers albums qui sont très particuliers et que vous ne portez pas trop dans votre cœur, si j'ai bien compris. Oui, il y a 3 questions en une. Alors, c'est ça. Et vous avez 4 minutes 30. Il y a la haine, oui, à un moment donné, c'est surtout dans les années 48, 49, 50, 51, 52, avant la Lune, avant l'or noir, il prend un temps en grippe, il n'a plus envie, il le dit, il le dit mieux que moi, mais il en a marre, il n'en veut plus, voilà, ça. Puis finalement, il se recollera parce que d'abord, il doit vivre, mais il y a surtout tout son studio, et puis ça l'intéresse quand même. Ça, la haine, oui. Ensuite, la deuxième, c'était la censure. Alors, censure, bien avant Rodal et comment ça s'appelle, Agatha Christie, il a été complètement censuré sur plusieurs albums. Alors, il s'y est prêté, oui, il s'y est prêté notamment, on ne le sait pas trop, mais il a redessiné pour la Scandinavie, la scène où le rhinocéros explose. Et puis, il n'a pas voulu ni redessiner ni Tintin au Congo, ni Tintin chez les Soviets, mais il a redessiné complètement, enfin pas complètement, mais 15 planches de l'or noir. L'or noir, c'est une aventure très particulière. Elle commence avant la guerre et elle finit après la guerre. Donc, il y a des personnages qui n'existent pas, 2 personnages qui n'existent pas, le capitaine Haddock et le professeur Tournesol. Et Hergé arrivera à les mettre, à les intégrer d'une façon géniale, le professeur, surtout le capitaine Haddock, qui ne fait dire simplement, pour expliquer, c'est une histoire à la fois très simple, pouf, pouf, et très compliquée. Bon, et il n'arrivera jamais à dire, mais c'est très bien foutu, ça. Mais alors, dans la version originale, Tintin arrive en Palestine sous mandat britannique, et il est arrêté par les Anglais en tant qu'activiste juif de l'Irgun, et il est ensuite chopé attaqué à la grenade et repris par les activistes arabes. Donc, bon, c'est une histoire qui tient debout, c'est vraiment... Les Anglais, son éditeur Methuen, ont exigé que ce soit changé, qu'on ne parle plus de ces choses pénible et difficile, et il a accepté. Ce qui fait que l'or noir aujourd'hui, avec une vague histoire de drogue au Québec, mais alors ça tient debout comme raconter ça à un cheval de bois et il vous flanquerait une ruade, aurait dit le capitaine Haddock, ça ne tient plus debout. Voilà. Mais la censure existe, oui, bien sûr, bien avant, et il s'est accommodé avec ça. Hergé, c'est quelqu'un qui s'accommodait, parce qu'il a vu justement après la guerre tant de choses. Vous disiez ailleurs que c'était une éponge. Une éponge. Hergé, ouais. Il s'est inspiré de l'air du temps. C'est pas non plus un politicien. Il avait voilà. À un moment donné, on a pu le croire. Vaguement fasciste, il ne l'était pas. Aujourd'hui, on l'aurait dit vaguement écologiste sur les derniers. On ne voit une véritable conviction qu'à un moment, c'est dans le Sceptre d'Ottokar où Tintin sauve le roi de Sildavie parce qu'il est, lui, monarchiste. Hergé était monarchiste, et puis voilà. Et la meilleure preuve, c'est que Tintin traverse toute la salle du trône pour recevoir l'ordre du Pélican Noir. Nulle part ailleurs, il ne s'est fait décorer de quoi que ce soit. Martin Pelletier, c'était passionnant. Encore une fois, j'aurais aimé une émission de 3 heures, mais c'est ainsi fait. Et ça permettra aux gens de découvrir votre livre, Le procès Tintin, aux éditions du Verbe Haut. Je crois que c'est un cadeau assez idéal dans la période de Noël qui approche et la Saint-Nicolas. Martin Pelletier, merci encore. Je vous dis à très bientôt. Et puis, à bientôt aux auditeurs de Tocsin.